Parents et futurs parents, bienvenue et bienvenue à tous les autres. Dans cette vidéo, j'ai décidé de réagir à un entretien donné par Clémentine Beauvais à une journaliste du média Basta. Clémentine Beauvais est interrogée à propos d'un livre qu'elle a publié en 2024 qui s'intitule « Pour le droit de vote dès la naissance », qu'elle a écrit avec le statut d'enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'université de York en Grande-Bretagne. L'objectif de cette vidéo, pour moi, c'est de vous donner au moins une partie de ma critique de l'éducation actuelle, parce que je pense que cet article, cet entretien et ce livre est symptomatique de la décadence éducative de notre époque. Donc dans cette vidéo, je conçois cet entretien plutôt comme un prétexte ou un support pour vous donner à vous, parents potentiellement intéressés par ma formation, ma conception, ma critique de notre époque actuelle sur la question de l'éducation en tout cas. Je ne réagirai donc pas à toutes les phrases, à toutes les questions, à tous les propos, à toutes les idées qui sont écrites dans l'entretien, parce que ce n'est pas l'objectif. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, je mettrai le lien de l'entretien sous la vidéo pour ceux qui voudraient lire l'intégralité de l'entretien et vérifier que j'ai bien retranscrit les propos. Parce que c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais choisir les morceaux de l'entretien auxquels je vais réagir pour vous donner ma critique des conceptions éducatives actuelles. Avant de parler du texte, je vais parler du statut de Clémentine Beauvais. Elle est enseignante-chercheuse. Alors, ça me fait penser à un des piliers de l'idéologie éducative actuelle, qui est le pédagogisme, c'est-à-dire la volonté de faire passer des pédagogies, des nouvelles pédagogies, des nouvelles conceptions de l'enfance, de l'éducation, avant l'efficacité éducative. Donc, quand j'entends ou quand je lis enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse, j'ai un a priori négatif, parce que mon postulat, mon discours, c'est que tous ces métiers pédagogistes qui se sont multipliés ces 50 dernières années ont été, à cause de leur pédagogisme, néfastes à l'éducation. C'est toute une nébuleuse de professions qui concernent l'éducation, des professions qui se sont créées et qui ont développé un discours pédagogiste contre-productif. Donc quand je vois enseignante-chercheuse, je me dis, je vais certainement lire un article qui va malheureusement déployer l'ensemble des mots, des termes, des concepts qui ont nui à l'éducation, qui ont rabaissé le niveau d'éducation. Plus il y a d'enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, moins il y a d'éducation. Et je pourrais dire la même chose de certains psychologues, psychiatres ou pédopsychiatres, ou professeurs, instituteurs, éducateurs, etc. Pour parler de l'ensemble des métiers liés à l'éducation, j'ai utilisé tout de suite le mot nébuleuse. Mais je voulais plutôt parler d'une galaxie, d'une nuée ou d'une kyrielle ou d'un réseau de professions. Donc, quand je vois que l'auteur de ce livre est enseignante-chercheuse, je m'attends à voir dans l'entretien des concepts pédagogistes, des concepts liés à l'idéologie dominante actuelle. Et j'en vois un dès le départ,
Dans l'introduction, on peut lire des questions qui correspondent au contenu du livre. Et parmi les questions, il y a la question « N'est-ce pas profondément inégalitaire ?» Inégalitaire de ne pas donner le droit de vote aux enfants comme aux adultes. Et là, quand je lis cette question, en particulier le mot « inégalitaire », je vois un autre pilier de cette idéologie qui est l'égalitarisme. L'égalitarisme sous-entend l'égalitarisme forcené, c'est-à-dire l'égalité obligatoire, l'égalité même illégitime, même contre-productive. Et en l'occurrence, l'égalité entre les enfants, puis entre les enfants et les adultes. L'égalité doit passer avant l'instruction. L'égalité doit passer avant, tout comme la pédagogie doit passer avant. De nouvelles pédagogies, plus d'égalité, moins d'éducation, moins d'instruction, tant pis. Ça, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est de l'égalité, de la pédagogie. La journaliste commence par demander à Clémence Beauvais de lui donner 3 raisons de donner le droit de vote dès la naissance. Et la première raison est une raison égalitariste. Clémentine Beauvais dit que si on ne rend pas égaux les enfants par rapport aux parents vis-à-vis du droit de vote, cela fait défaut à la démocratie. Donc elle avance un argument égalitaire. Si les enfants et les adultes ne sont pas à égalité vis-à-vis du droit de vote, c'est un défaut à la démocratie. D'après moi, c'est une erreur totale. Et surtout, vous voyez que ce qui est important, c'est que les adultes et les enfants soient à égalité. Mais la légitimité de cette règle, le bon sens, qui consiste simplement à penser que les adultes sont plus à même de voter que les enfants, et même que, on peut même aller jusqu'à dire que les enfants ne sont pas à même de voter, de prendre de telles décisions. Elle ne semble pas considérer cela. Ce qu'il faut d'abord et surtout, c'est l'égalité. Pourquoi ? Pour l'égalité. Lorsqu'elle évoque la 3e raison de donner le droit de vote aux enfants, Clémentine Beauvais pose une question rhétorique. Qu'est-ce qui changerait dans une société qui imaginerait que les enfants puissent voter ? Et là, plutôt que de m'intéresser à ce qu'elle suggère, à sa réponse, je vais vous donner ma réponse à moi, ce que moi ça m'inspire. Alors, déjà, je pense que sur le plan électoral, le fait que les enfants votent ne changerait probablement rien, parce que leur vote correspondrait à peu près au vote actuel des adultes. En revanche, ce qui changerait, ce serait plutôt au niveau, je ne sais pas comment dire, philosophique, civilisationnel, anthropologique. Je pense que le fait de donner le droit de vote aux enfants comme aux adultes serait un mauvais message que la civilisation s'envoie à elle-même. Et ça me fait penser à un autre pilier de l'idéologie éducative actuelle, qui est l'infantilisation. Comment expliquer cela ? Une société qui ne distingue plus l'adulte de l'enfant. Voilà, ça me semble assez malsain, parce que moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait une hiérarchie. Une hiérarchie entre les adultes et les enfants, entre les maîtres et les élèves, entre les professeurs et les élèves, et entre les maîtres et leurs apprentis. Je trouve que c'est sain de considérer qu'il y a ceux qui sont expérimentés et ceux qui ne le sont pas encore. C'est une hiérarchie qui me paraît logique et sensée dans une civilisation. Et donner le droit de vote aux enfants reviendrait à mettre à égalité, on revient à l'égalitarisme, les adultes et les enfants.
Alors, quand je parle d'infantilisation, en l'occurrence, d'après le propos de Clémentine Beauvais, ce n'est pas l'infantilisation des enfants. D'ailleurs, tout son propos n'est pas de l'infantilisation des enfants, puisqu'elle propose le droit de vote aux enfants. Donc, pour une fois, exceptionnellement, une enseignante chercheuse en sciences de l'éducation n'amène pas de l'infantilisation des enfants, au contraire. En revanche, il y a aussi l'infantilisation des adultes. Et là, il en est question. Pas parce qu'ils sont vraiment infantilisés, parce qu'on ne leur enlève pas le droit de vote. Ils ont le droit de vote comme les adultes. Mais on leur enlève leur caractère adulte. On leur enlève leur maturité. On leur enlève leur préexistence aux enfants. C'est par ça que passe l'infantilisation dans son propos, dans ce cas précis. Et par conséquent, il y a une infantilisation de la société. Parce que si on importe des enfants dans le processus électoral, c'est de fait une infantilisation de la société. Plus d'enfants dans le débat électoral, plus d'infantilisation. C'est-à-dire potentiellement infantilisation des demandes, des revendications, et aussi potentiellement infantilisation des promesses à l'électorat, puisque ce sera également un électorat d'enfants et d'adolescents. La journaliste pose une seconde question à Clémentine Beauvais. Elle lui pose la question « Pourquoi alors excluons-nous d'emblée les individus mineurs en supposant qu'ils seraient incompétents ?» Et la réponse de Clémentine Beauvais est « On exclut les enfants parce qu'on se dit en gros que l'être humain arrive à maturité intellectuelle et émotionnelle aux alentours d'un certain âge que pour le vote on a arbitrairement estimé à 18 ans. » Alors, ce qu'elle avance n'est pas tout à fait faux, je ne suis pas contre, mais elle se concentre sur la maturité intellectuelle et émotionnelle. Effectivement, l'être humain évolue, il mûrit, et on estime qu'à un certain âge, il est suffisamment mûr pour voter. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui fait que un adulte peut voter, une personne peut voter, un citoyen peut voter, c'est que il est à partir d'un certain âge confronté à la dureté de la vie. Alors, quand on est enfant, on peut être confronté à la dureté de la vie. Par dureté de la vie, je veux dire, on est confronté à l'économie, au monde du travail. On ressent, on comprend même physiquement le coût du travail, c'est-à-dire l'effort qu'on fournit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et surtout la récompense économique. C'est ce lien qu'on vit physiquement. Ce que je fais, ce que je donne et ce que je reçois. Et ensuite, il y a aussi la question de la fiscalité. Ce que je paye, ce qu'il me reste à la fin du mois, ma subsistance. Et le coût de la vie, l'inflation, le coût des énergies, du gaz, de l'électricité. C'est toutes ces questions très concrètes auxquelles un adulte est confronté qui font qu'on lui donne le droit de vote, le droit de choisir quelles personnes vont résoudre ses problèmes. Et cette question n'est pas du tout évoquée par Clémentine Beauvais, et c'eût été intéressant que la journaliste lui pose cette question qui me paraît assez cruciale, la question du rapport au travail, à l'effort. Cette expérience-là. Et c'eût été intéressant que la journaliste pose la question à Clémentine Beauvais, êtes-vous, le travail étant si important dans la question du vote, de l'avenir de la société, êtes-vous favorable au travail des enfants ? Cette question aurait été intéressante. Malheureusement, elle n'a pas été posée.
Plus loin dans l'entretien, je voudrais réagir à 2 phrases prononcées par Clémentine Beauvais. Peu importe la question à laquelle elle répond, ça n'a pas d'importance. Alors, la première phrase à laquelle j'aimerais réagir, c'est « L'enfant, comme individu doué d'une puissance d'action, est absent des politiques actuelles. » Alors, moi quand je lis cette phrase, je me dis, mais Clémentine Beauvais, les politiques actuelles concernant les enfants, l'enfance, l'éducation, elles ont été forgées par des gens comme vous. Donc je suis très étonné de cette phrase. Les politiques actuelles, je ne connais pas l'ensemble de votre œuvre, mais ça me rend curieux. Je me dis, qu'est-ce que vous pensez des politiques actuelles ? Qu'est-ce que vous pensez du niveau d'éducation actuel par rapport au niveau d'éducation il y a 50 ans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Que pensez-vous des professionnels de l'éducation ? Toutes ces questions m'intéressent parce que pour moi c'est une haute idée de l'éducation qui est absente des politiques actuelles. Est-ce que vous êtes pour une haute idée de l'éducation ? Ça c'est... Je serais curieux de l'entendre, je ne sais pas si je vais me renseigner sur sa façon de penser plus largement, mais ça me paraît être sur la base de cette phrase, je pourrais peut-être avoir un débat avec Clémentine Beauvais, parce que j'ai l'impression qu'elle a probablement une part de responsabilité, je dirais par connivence idéologique avec d'autres professionnels de l'éducation, elle a une responsabilité dans la chute du niveau éducatif. Et là, elle déplore qu'il y ait que l'enfant soit absent des politiques actuelles. Mais c'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est malmené. Parce que sa puissance d'action à l'enfant, c'est son éducation. Et j'ai bien l'impression que depuis plusieurs décennies, on lui enlève sa puissance d'action. On sape son éducation. Donc je suis dubitatif, interrogatif, intéressé et curieux par cette proposition et cette inquiétude, à mon avis, contradictoire et mal placée de Clémentine Beauvais. Et la seconde phrase qui me fait réagir, elle est un peu plus bas. En sociologie de l'enfance, ce concept qui a émergé durant les 30 dernières années est très important. Alors ce concept, d'après ce que je comprends, c'est la puissance d'action, le fait d'agir, d'avoir confiance. D'après ce que je comprends de l'entièreté de sa réponse, qui est, j'en ai bien conscience, une transcription de la journaliste. C'est toujours comme ça dans un entretien. Entre l'entretien réel et la transcription du journaliste ou de la journaliste, il y a parfois une différence parce que les journalistes sont obligés de synthétiser et parfois les personnes interrogées se plaignent de la mauvaise transcription. Ça, j'en ai tout à fait conscience, mais je me base sur cet entretien. Et alors, ce qui me fait réagir dans cette phrase, c'est le mot sociologie de l'enfance. Ça me fait peur. Parce que quand j'entends sociologie de l'enfance, moi je comprends en idéologie de l'enfance, en idéologie de l'éducation, en sciences de l'éducation, en pédagogisme, en égalitarisme, et juste après le mot concept. Bon, des concepts égalitaristes, j'imagine, qui a émergé dans les 30 dernières années. Oui, les 30 dernières années, oui. Je dirais même les 50 dernières années, et de manière croissante. C'est-à-dire que malheureusement, c'est de pire en pire. Voilà la seconde phrase à laquelle je voulais réagir. Le reste de l'entretien porte notamment sur l'aspect pratique
du droit de vote des enfants. Comment ferait-on pratiquement pour que les enfants votent? Et l'entretien porte aussi largement sur l'éducation au vote des enfants et sur l'influence que pourraient avoir les parents ou d'autres personnes, d'autres institutions sur les enfants. L'objet de la vidéo n'est pas là, donc je ne vais pas réagir à toutes ces questions qui sont abordées dans la suite de l'entretien. Mais je dirais quand même que si les enfants pouvaient voter, je pense que ce qui se passerait globalement, j'ai déjà commencé à répondre à la question, mais je pense que les enfants, comme le sont les adultes, seraient influencés par autant de personnes, d'institutions, exactement comme les adultes, je dirais, mais en pire. Voilà, ce serait pire, parce que ce sont des enfants, donc ils sont plus facilement influençables. Voilà mon avis global. Et alors, en ce qui concerne l'orientation politique des enfants, je pense ceci, peut-être que je me trompe, je pense que simplement, les enfants seraient plus naturellement portés à voter pour des candidats auxquels ils s'identifient. Et à quels candidats vont s'identifier des enfants? À des candidats jeunes et beaux. Je pense que les enfants, spontanément, naturellement, c'est-à-dire sans l'influence de l'école, de ce qu'on va leur dire à l'école, sans l'influence politique de leurs parents, un enfant, spontanément, va plutôt avoir tendance à voter pour un candidat auquel il s'identifie. Alors concrètement, pour les garçons, je pense que des garçons voteraient beaucoup pour Jordan Bardella parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau ou considéré comme beau, et il répéterait ce que pense Bardella. Et je pense que pour les filles, elles auraient plutôt tendance à voter par exemple pour des figures politiques connues, Marion Maréchal Le Pen ou Marion Maréchal. Je pense qu'elle aurait beaucoup de succès auprès des jeunes filles, tout simplement parce qu'elle est plutôt jeune, elle est plutôt belle ou considérée comme belle, et donc les filles seraient prises de sympathie pour Marion Maréchal Le Pen, ou alors à gauche par exemple, je pense que Clémence Guettet aurait aussi beaucoup de succès parmi les jeunes filles. Alors ça peut paraître réducteur, je le sais, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est cette tendance qui dominerait chez les enfants, c'est-à-dire l'identification physique. Et malheureusement, c'est déjà le cas pour beaucoup d'adultes. Beaucoup d'adultes sont très influencés par l'aspect physique des candidats, parfois même uniquement l'aspect esthétique. Il est beau, ou elle est belle, ou il a l'air gentil, ou elle a l'air gentille. Et je pense que ce serait la même chose. En pire pour les enfants. Donc je pense que j'en ai fini pour cet entretien qui, je le répète, était pour moi un support et un prétexte pour vous donner une partie de ma conception, de mon discours, une partie de mes postulats sur l'éducation actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous renseigner sur la formation que je vous propose à vous, parents et futurs parents, et n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, j'y répondrai le plus vite possible. Encore une fois, je vous remercie. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À bientôt.